Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle quotidienne, la deuxième quotidienne des playoffs. Aujourd'hui, on a deux matchs à aborder. Ce sont les Pistons qui ont gagné contre les Knicks et les Clippers qui ont gagné contre les Nuggets. Donc deux gros matchs, je crois. On a parlé des matchs 1 de ces séries-là qui étaient hier, quoi, du coup. Et donc directement, on remet le couvert. Par quoi est-ce qu'on va commencer ? Par quoi est-ce que vous voulez commencer ? Hop. Oui, bonsoir 10h, ouais. C'est un peu l'idée. Allez, on se fait les Clippers si vous voulez. Clippers Denver. Donc, Clippers Denver. 102 pour Denver, 105 pour les Clippers. Bonsoir YouTube aussi, ouais, effectivement. Donc, 105-102, victoire des Clippers avec, vous l'avez vu, un énorme Kawhi Leonard, 39 points, 15 sur 19 au tir. J'avoue que moi, comment dire, c'est pas que je suis en décalage avec toute la hype qu'on a eu aujourd'hui sur l'internet, mais oui, c'était un grand match. J'ai pas été choqué plus que ça pour le coup. J'ai fini le match. Oui, c'était un très très bon Kawhi. J'ai pas trouvé que c'était genre la perf absolue. Mais bon, c'est vrai que l'efficacité est quand même dingue pour le coup. Et puis on va le voir, il y a aussi pas mal en termes de tactique, pas mal de très bons trucs. Mais bref, donc Kawhi Leonard 39 points, Zubac, on va aussi en parler parce que ça a été un moment assez clé du match, je pense. On va détailler tout ça. Les stats, on se fait les stats rapidement. Quoi d'autre ? James Harden 18 points, 18 points, 7 passes. Norman Powell qui s'est un peu réveillé sur la fin de match là. Il a enfin lancé sa série, j'ai l'impression. Énorme 3 points. Donc ça c'était cool. En termes de rotation, on peut aussi détailler directement. Toujours du Ben Simmons qui est en pivot backup sur cette série et sur Jokic notamment. Et puis, qu'est-ce qu'on a aussi ? Batum aussi, Simmons et Batum alternent un peu. Donc pas de Drew Eubanks côté Clippers, pardon, toujours. Pas de vrai poste 5 en dehors de Zubac. Et par contre, côté Denver, on a eu DeAndre Jordan. Et ça, c'est pas rien. Et ça, on va le détailler. Pourquoi est-ce qu'on a eu tout ça ? Qui rate le mieux ses dunks, Ja ou Aaron Gordon ? Alors, j'ai pas vu Ja Morant. Il a raté un dunk sur le match de playoff, là, sur le match 1, c'est ça ? J'ai un peu loupé ça. Il faisait pas des passes il y a 2 ans. De qui tu parles ? Qui faisait des passes il y a 2 ans ? Ça a l'air tellement facile quand il prend ses mi-distances, c'est fou. Ouais, mais comme dit Antoine aussi, un rétro Kawhi. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, l'année des Raptors, il y a un peu un côté, il gagne le titre en plus. Il y a un côté qu'on part à Michael Jordan, quoi. C'était en termes d'aura, en sortie du titre contre les Warriors là en 2019, c'était un peu la folie, quoi. D'ailleurs, après ta vidéo, une question, pourquoi défendre en drop ? Donc, on va y arriver. Les stats, rapidement. Les vrais stats, je veux dire. Les autres stats, hop, s'il arrive à mettre l'onglet. Donc, on a dit 105 à 102, ça c'est pour les stats un peu brutes de match, si vous voulez. Effectivement, en termes de rating, on n'est pas très haut, hein, pour le coup. Le premier truc à voir, à mon avis, ça a été les turnovers côté Denver. Beaucoup de pertes de balles pour le coup de la part de Denver, et c'est aussi lié au schéma défensif. Donc ça, c'est aussi un premier point à noter, parce que c'est vrai que c'est pas une équipe qui perd beaucoup de ballons, hein, Denver pour le coup. Je peux aller vérifier, mais en général, voilà, quand on parle d'efficacité, on parle notamment beaucoup de scoring. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un aspect où l'efficacité passe aussi par la propreté des turnovers. Or, quand t'as Jokic qui prend tous les ballons et qu'il fait peu de turnovers relatifs à des gros volumes, bah ça aide. Donc là, il s'est pas mal fait piéger. Il a fait combien d'ailleurs ? Je crois 6-7 turnovers sur le match. Ouais, 7 turnovers avec des lectures qui étaient pas top ou alors juste des incompréhensions. Donc voilà, turnover qui a été un peu un élément clé quand on voit, regardez à quel point le match est serré, 105-102, et quand tu fais beaucoup de turnover. Et donc, effectivement, comme le dit Antoine dans le chat, transition, les Clippers ont été pas mal, hein. Pour le coup, les Clippers ont été pas mal, mais surtout, donc les Nuggets aussi ont été eux-mêmes bons, mais surtout la première mi-temps, en fait, j'ai trouvé. Surtout le côté première mi-temps, cette transition a pas mal aidé. Bref, donc voilà l'aspect de transition. Et puis l'autre stat qui est un peu, c'est par rapport aux Clippers et à Denver, l'efficacité au panier. Regardez, on a Denver qui est à 53%. Donc c'est pas très bon, hein, 53% au panier, sachant qu'ils prennent beaucoup de tirs là-dessus. Et effectivement, la protection de panier a été très très bonne côté Clippers, mais surtout de l'autre côté, on a un peu, voilà, on parlait du Kawhi Leonard game. Ben on a des mecs qui ont mis tout leur long 2, donc en l'occurrence c'est Kawhi Leonard, hop, 4 sur 7 sur les longs 2, mais surtout 16 sur 28 dans la zone des short mi-distance, un peu la zone des flotteurs. Donc ça fait du bien, quoi. Ce côté mi-distance, les longs et les courts, ils sont pas allés directement sous le panier, très peu de tirs au panier, mais ils ont un peu dominé un peu autour, on va dire. Donc ça c'est cool, et surtout les Clippers gagnent un match en shootant mal au panier et en shootant plutôt mal à 3 points, 36%, c'est pas mal, c'est au niveau de la moyenne, on va dire. Mais de l'autre côté, Denver
perd ce match alors que les mecs se font une perf à 44% à 3 points. Ça arrivera peut-être pas toujours pour le coup avec eux. Mais bref, voilà un peu pour le petit point au niveau des marges, au niveau des stats, et puis rebond offensif surtout, énorme perf de rebond offensif, mais un peu comme match 1 d'ailleurs, je crois de mémoire, toujours un peu des actions, bon Jokic évidemment, mais même Westbrook a été très bon là-dedans, je crois que Michael Porter Jr. aussi a été très très bon pour le coup, alors que Dismail nous dit Clippers très bon en transition, mais qui ont subi le rebond offensif, effectivement. Après, c'est aussi lié au fait au line-up que tu alignes au final. Quand ta rotation, c'est aussi, notamment en backup, tout ce qui est Batum et Ben Simmons, c'est pas pareil que si tu jouais tout le temps avec un gros, quoi, au final. Mais ouais. J'ai l'impression qu'il y avait des consignes sur les aides de Jokic dans ses drives et des post-up. Oui, effectivement, et surtout, on peut commencer à y aller pour le coup. Ah mince, est-ce que j'ai ouvert la fenêtre? Oui, je l'ai ouvert. Hop, on va la déplacer ici. Hop. Je vais ouvrir comme ça. Hop, je me remets le chat devant les yeux si je peux, idéalement. Oui, alors c'est vrai que le premier truc à noter, c'est un peu comme que le match 1, mais même plus que le match 1, je trouve. Pour moi, ça a été, je vais pas parler d'ajustement, mais en tout cas, l'accent a été mis là-dessus. C'est, hop, alors que je retrouve mon clavier, excusez-moi, hop, et que je vais couper le son, c'est pas facile de faire tout ça tout seul. Surtout l'accent qui a été mis sur le mouvement. D'ailleurs, on le voit là dès le premier système du match. C'est encore une fois une sortie d'écran là de Jokic qui prend 2 écrans, un stagger comme on dit, sortie d'écran. Et en fait, le but c'est vraiment de mettre en mouvement Jokic. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à un Zubac en face qui est plutôt un pivot assez lent. Donc ça, on a eu un peu comme d'habitude plein de petits systèmes comme ça. Là encore une fois, deuxième système du match, c'est quoi ? C'est un dribble end-off qui vient tourner autour de Jokic. Zubac attend un peu bas pour couvrir le cut. Qu'est-ce que fait Jokic ? Il s'écarte, pick and pop un peu à 3 points. Enfin, en tout cas, il recule à 3 points. Il y a vraiment ce côté de l'orienter dans le périmètre. Et puis, vraiment, l'accent qui a été mis surtout sur les pick and roll et les pick and roll inversés. Tiens, d'ailleurs, on en voit un là sur la 3e ou 4e position du match. Pour ceux qui ont l'image et pour ceux qui ont radio, je raconte. Mais pour moi, ça a été le match des pick and roll inversés. Clairement, ce match-là. Et de l'autre côté, on a eu finalement assez peu, voire même très peu, de vrais post-up, de post-up à l'ancienne, quoi. De haut panier, de jeu un peu posé de haut panier en 1 contre 1 contre Zubac. Parce qu'en fait, on l'avait dit, mais Zubac, sa force, c'est un peu ça. C'est un peu le côté puissance, c'est un peu le côté. Il est grand, il est long, donc ça résiste assez bien. Et là, vous voyez encore une fois, encore un système où Jokic est à la base. C'est un système en delay, on dit. Donc en fait, c'est une attaque en 5 out ou delay, c'est pareil. Grosso modo, il y a Jokic en plein milieu, 1 sur une aile, un dans le corner, 1 sur l'autre aile, 1 dans l'autre corner. Donc vraiment ce côté libérer tout l'espace. Et on fait opérer Jokic comme ça. Avec pour but, encore une fois, soit de mettre en mouvement Zubac et de le gêner parce que Zubac il n'aime pas trop le mouvement, il préfère défendre les coups d'épaule, soit sinon l'aspect aussi de l'éloigner du panier aussi. C'est vrai que ça c'est un point central pour le coup que permet aussi Jokic. Donc voilà, ce côté mouvement et ce côté pick and roll inversé qu'on a vu vraiment tout le match, quoi. Pour le coup, ça a été le point central pour moi, vraiment. Donc voilà, pick and roll inversé qui a l'accent beaucoup plus qu'avant, et sur cet aspect de faire jouer Christian Brown en poseur d'écran, faire jouer des mecs comme ça. Bon, deuxième mi-temps, on a vu aussi beaucoup plus de pick and roll un peu classique avec Jamal Murray plutôt en porteur de balle. Mais c'était l'idée un peu, c'est d'utiliser plutôt Jokic dans ce jeu de périmètre pour le coup. Et autre aspect aussi, vu que j'en ai parlé match 1, là d'ailleurs on voit un autre pick and roll, là, pour le coup, un autre pick and roll inversé. Vous le voyez, donc c'est lui qui a la balle, Jokic qui dribble, Zubac est obligé de le suivre dans le périmètre, un écran de Christian Brown. Bref, mais non, ce que je veux dire aussi, c'est par rapport au pick and pop. On avait un peu détaillé un match 1, à quel point le pick and pop est vraiment l'aspect un peu fondamental du jeu de Jokic. Je vous le montre un peu à l'écran. Il y a toujours ce truc, donc là en l'occurrence c'est avec Westbrook, mais il y a ce truc où Zubac va démarrer en drop, c'est-à-dire que comme justement il préfère rester proche du panier ou plutôt la jouer conservateur, il va rester bas par rapport au niveau de l'écran au moment du pick and roll, et puis le défenseur du porteur de balle va essayer de suivre, sauf qu'au bout d'un moment, la stratégie du match 1, c'était que le petit arrêtait de traverser l'écran et restait sur Jokic, parce qu'il y a cette menace de pick and pop, et on avait vu là justement en plein match 1 où en fait on amenait un 3e homme, et là on le voit bien, le côté, vous voyez que c'est Bogdanovic ici, qui vient depuis l'autre aile, et qui permet que on reste à 2 sur le ballon, donc Zubac qui drop plus le petit qui traverse l'écran, et en fait comme ça le pick and pop est géré par un 3e homme, et ça finalement je trouve que ça a été beaucoup plus fait sur toute la longueur du match, ce match 2. Donc voilà, on insiste un peu là-dessus, sur la fin de match où il y a eu un peu du bon et du mauvais, je veux dire. Je crois que Westbrook a encore mis 1 ou 2 tirs hyper clutch dans ce genre de situation.
Mais voilà, clairement, il y avait tout de même un peu cet aspect de, surtout qu'on voit que Denver joue avec des non-shooters. Match 1, c'était Westbrook. Et même si Westbrook était à l'autre bout du terrain, on faisait venir Chris Dunn. Là, on a aussi eu pas mal de Peyton Watson qui a dû, ça se voit pas, mais il a bien bossé sur, sur notre ami Kawhi Leonard, qui a très très bien défendu, paradoxalement. Mais voilà, ça fait aussi un non-shooter de plus. Donc voilà, l'aspect du jeu de Jokic, on a beaucoup insisté là-dessus, les piquets dans la Mercé et la question du pick and pop qui a aussi qui continue un peu toujours à poser des problèmes aux Clippers. Comment est-ce qu'on le défend en restant 2 contre 2? On fait des switches, on concerne un mismatch que Jokic peut attaquer ou pas. Donc voilà. J'essaie de vous lire en même temps, c'est pas facile. Jokic a moins bien puni les prises à 2 que d'habitude, j'ai trouvé. Bon, ça, je suis pas forcément d'accord. Enfin, en tout cas, ça m'a pas sauté les yeux pour le coup. Et quand ça switch avec Zubac qui n'est plus au panier, c'est plus dur pour les rebonds. Ouais, c'est vrai aussi. Il y a cet aspect, on a vu. Denver qui domine au niveau des rebonds, c'est aussi lié au positionnement du pivot, en effet. Le combo spacing catastrophique, absence de guard play de niveau playoff, ça fait peine à voir pour Jokic. Ouais, encore que je trouve que pour le coup, on a quand même un Westbrook qui est bien meilleur qu'attendu, je trouve. Enfin, c'est un peu mon avis. Voilà, ça fait 2 matchs, mais quand il a des gros tirs, il les met. Là, alors qu'on tombe exactement sur une des rares possessions du match où Jokic est en 1 contre 1. Mais non, Jalen Pickett aussi a été sorti du banc cette fois-ci un peu pour le shoot, un peu surprenant, mais en même temps, c'est pas le même coach qu'en régulière. En régulière, c'est plutôt Strouser qui passait devant. Là, c'est Jalen Pickett qui a eu un peu les minutes, mais même Jamal Murray est pas du tout catastrophique, je trouve. Donc ouais. Pipa qui nous dit, je pense que Denver passera au forceps, même si ce sera dur. Il y aura forcément un ou deux Jokic game à un moment donné. Ouais, alors je suis un peu d'accord, mais tu vois là où je me pose la question, c'est à quel point. Enfin, je pense que ça va être un peu plus dur d'avoir un Jokic game dans le sens où tu vois la série contre les Wolves l'an passé. On a eu un Jokic game qui était le 5 notamment. Bon, il y en a eu d'autres, mais celui qu'on a retenu c'est le 5 parce que Minnesota reste en 1 contre 1 sur lui avec Gobert et grosso modo c'est un peu le côté bon vas-y on limite les dégâts au passing et Gobert tu le défends, mais sauf que Gobert, Jokic il peut l'attaquer en post-up. Il l'a beaucoup attaqué en post-up, il a fait la compilation, la mixtape du match 5 est absolument incroyable. Là, c'est vrai que si on a un Jokic game, ce serait beaucoup plus en termes de shot-making un peu dans le périmètre, pour le coup. En un sens, en partie. Mais ouais, d'ailleurs, là, on voit à l'écran, il a fait une fois un post-up, il a été laissé en 1 contre 1. La position d'après, il attaque en post-up Zubac, vraiment post-up à l'ancienne, dos au panier. Et là, directement, il y a 2 Z qui se ramènent sur lui. Et il fait la bonne passe. Et je crois que Jamal Murray met le tir en plus derrière, si je dis pas de bêtises, voyons voir. Ouais, c'est ça. Donc ouais, non, mais je suis d'accord, mais je veux dire, ça va être un peu plus compliqué d'aller chercher ce Jokic game un peu comme d'habitude, parce qu'il n'a pas le post-up, qui est un peu là où il est fort, là où il est meilleur. Mais voilà, ça va passer par du drive depuis le périmètre, des step back à 3 points, mais les step back à 3 points, il les mettra peut-être pas tout le temps, pas autant que quand il met ses hook shots un peu automatiques. Donc ouais. Voilà, c'est un peu l'idée. Zéro réponse à mon bonjour, ça a changé ici. Excuse-moi, Bamzerito, je fais tout en même temps. Vincert, hello everyone. Ah bah tiens, Vincert, si t'as envie de venir faire le sidekick, le temps que je bois une gorgée d'eau, tu me dis, je te file le lien, Vince. C'est comme tu veux. Le rôle de DeAndre Jordan, on va en parler. Tout le monde s'en fout, même les Nuggets. Alors c'est vrai que moi c'est un truc que j'ai beaucoup aimé sur ce match, mais j'en avais parlé en preview pour le coup. Je sais pas si vous vous souvenez. J'avais parlé un peu de cette possibilité, enfin je sais pas si vous vous souvenez, vous n'avez peut-être pas écouté une preview de 3 heures samedi à 15 heures, mais j'avais parlé un peu comment est-ce qu'on va organiser un peu les minutes par rapport à Zubac et par rapport à Jokic et surtout côté Clippers, dans le sens comment est-ce qu'on va laisser Zubac vraiment pile sur les minutes de Jokic, ou est-ce qu'on pourrait pas tenter un peu de décaler les minutes en mode de toute façon, Jokic, on peut essayer de le défendre autrement, avec des prises à 2, avec un petit poste 5 et des prises à 2, avec un terrain qui va être surchargé, etc., etc. Et en fait, décaler un peu les minutes pour que Zubac puisse un peu jouer sans Jokic. Un aspect, voilà, un peu cet aspect-là. Et c'est ce qui a été fait sur ce match, qui était pas du tout le cas au match 1. On a bien aligné les minutes de Zubac et de Jokic, grosso modo. Là, ça n'a pas du tout été fait comme ça. Côté Clippers, c'est un peu ce pari de se dire, bon, on va le sortir assez tôt, ça a été fait 2 fois, donc première mi-temps autour de 6 minutes et quelques, et deuxième mi-temps pareil, au bout de 5 minutes, on a eu un peu la même chose. Donc on a eu est-ce que ça, pardon, excusez-moi. Donc on a eu ça qui a été testé côté Clippers, de cet aspect de finalement essayer un peu de décaler, et en effet, donc Jokic a fini son premier quart-temps, et au bout d'un moment, il sort, et Zubac se retrouve un peu seul, quoi. Et donc, qui a été sorti de sa boîte, puisque Zubac était sur le terrain sans Jokic, c'est DeAndre Jordan, pardon, vous le voyez.
Jordan est ici, Jordan n'a pas du tout joué au match 1. Jordan qui est le vrai pivot de cette équipe, puisque les alternatives, c'est quoi? C'est du Zekenaji, mais on a bien compris que c'était pas un pivot, et même si c'est un pivot switch all. Et je laisse un peu à l'écran cette action parce qu'elle est significative pour moi. Vu qu'il n'y avait pas Jokic, et vu qu'il n'y avait pas, ce qu'on a expliqué au match 1, la menace du pick and pop, et en fait même pas la menace du roll, hein, pour le coup, finalement, regarde ce que fait Zubac, il reste pas en drop, il va complètement presque faire un blitz en fait. Il monte très très agressivement sur l'écran. Vous voyez Jamal Murray, pick and roll, écran de DeAndre Jordan qui est obligé d'être sur le terrain parce que sinon Zubac peut défoncer n'importe qui au poste bas de l'autre côté. Donc on est obligé de faire jouer Jordan, mais sauf que Jordan, ni menace de pick and pop, ni vraiment menace de roll. Et vous voyez que en fait Zubac va monter haut et le pick and roll avec Jamal Murray a été complètement étouffé sur ces minutes-là, sur ces minutes de début de deuxième quart-temps sans Jokic, parce que la menace du pick and roll, finalement, entre les deux, c'est peut-être aussi et surtout Jokic, plus que Jamal Murray, qui est un peu plus, on va dire, il est All-Star, non, je crois qu'il est pas All-Star, mais vous avez compris, quoi. On est plus dans la norme des stars, on va dire. Et finalement, c'est là où on voit aussi tout l'intérêt d'un Jokic et comment est-ce qu'il peut dicter, même en poseur d'écran. Il peut un peu dicter les couvertures. Là, je vous en montre un autre, hein, vous voyez, encore une fois, pareil, Jamal Murray, écran avec DeAndre Jordan, que fait Zubac? Il reste pas du tout en drop comme d'habitude. Il va monter au niveau de l'écran, venir gêner, rester plus tôt. Et là, on voit bien le 2 contre 1 sur Jamal Murray, qui est un peu étouffé. Et Jamal Murray, c'est pas non plus un passeur de chapeau 1, c'est pas un mec très très grand. Donc, il y a un aspect de aller chercher la passe par-dessus, c'est pas facile. En plus, vous voyez aussi, on voit que c'est protégé derrière ce 2 contre 1, puisque Jones, Derrick Jones Jr. ou n'importe qui, en fait, faisait la rotation au cas où sur Jordan, parce que Jordan, il peut quand même mettre un dunk si elle a le ballon. Et pourquoi c'est possible? Parce que Peyton Watson est sur le terrain. Donc voilà, il y a plein de données qui rentrent en compte, et on a le combo non-shooter plus le poseur d'écran est pas dangereux du tout, ni en roll, ni en pop, qui a fait que on a pu avoir ces minutes sans Jokic, où Zubac a un peu plus dominé défensivement. Et je crois que j'avais regardé, je peux les laisser enchaîner à chaque fois, vous voyez, il y a des blitz. Mais je crois que si on regarde, notamment, alors j'aime pas trop cette stat, mais là pour le coup, elle est intéressante dans ce contexte-là, c'est le plus-minus sans Jokic, mais avec Zubac. Donc si on va chercher celui de DeAndre Jordan, qui a joué que 4 minutes, il a un -3 sur la période où il a joué. Les Clippers ont gagné de 3 points. Bon, il n'y a pas un lien de causalité de 1 pour 1. Mais oui, un peu l'idée, quoi. Moi, je trouve qu'ils ont un peu gagné ces minutes-là. Et de l'autre côté, ça s'est pas trop vu, parce qu'en fait, de l'autre côté, on aurait pu se dire, Zubac, il va un peu pilonner au poste bas, vu qu'il n'y a pas Jokic, etc. Non, il l'a pas fait, parce qu'il y avait Jordan. Mais justement, en fait, comment dire, la plus-value, c'est faite de l'autre côté du terrain. En fait, on n'a pas vu Zubac attaquer du tout au poste bas, parce que Denver était obligé de mettre un défenseur sur lui. Mais bref, vous voyez un peu l'idée, quoi. Donc ouais, c'était assez impressionnant, ça, pour le coup. Comment ça, désolé, il est innocent. Non, DeAndre, il est innocent. Pas mal. J'essaie de vous lire aussi en même temps. Bonsoir Felmorcis, bonsoir tout le monde. Joli ce match, ouais, je suis d'accord. Donc bref, les minutes un peu de banc. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Bon, de manière un peu plus globale, hein, mais je trouve que la défense en deuxième rideau de Denver, on a quand même très très bien resserré les vis, hein, pour le coup. Alors, sur le pick and roll, mais pas que. Là, on voit sur isolation, Kawhi Leonard qui est contre Jamal Murray après un switch, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? On va totalement et tout le temps surcharger le terrain. Là, en l'occurrence, donc, Jokic qui vient un peu comme une ombre, derrière Jamal Murray. Donc, on a clairement l'accès au panier qui est bouché. Et le problème, c'est que ça pourrait marcher, ça pourrait être productif, et ça a plutôt marché en soi d'un point de vue philosophique presque et stratégique. Mais on a cet aspect où il est totalement capable, Kawhi Leonard, avec son shot making, de battre ça. C'est-à-dire que si devant lui il a un plus petit et qu'il y a un gros derrière qui l'attend, ou que le terrain est bouché autour pour l'empêcher d'aller au panier, c'est pas grave, il peut tout de même prendre son pull-up dans la mi-distance et puis marquer mi-distance, ou alors short mi-distance à 1 mètre du panier, voilà, mais vous avez compris l'idée. Donc ouais, c'est un peu aussi la théorie du joueur, la théorie du joueur qui est Kawhi Leonard, c'est ça. Ce côté vraiment shot-making assez dingue. Donc le terrain beaucoup plus quadrillé, surchargé de la part de Denver. On avait parlé, je crois, au match 1, mais un aspect où Chris Dunn a été beaucoup moins respecté. Il l'avait un peu trop respecté, je trouve, au début du match 1. Il s'était un peu ajusté sur la fin. Et ils ont un peu continué là-dedans, pour le coup. Avec pas mal de séquences où on fait pas la rotation sur Chris Dunn. Chris Dunn est sur le terrain pour sa défense de l'autre côté. Mais en attaque, c'est un non-shooter. Donc Denver prend des largesses par rapport à lui. Et c'est tant mieux, que ce soit pour surcharger le terrain, pour apporter une aide, etc. Et puis, disais-je aussi, oui, excellente défense de Denver, je trouve.
mais également sur pick and roll en fait. Sur le pick and roll et sur l'aspect de voilà, un peu comme d'habitude, c'est-à-dire Denver parfois fait des edges, il monte au niveau de l'écran, mais sauf que ce 2 contre 1 sur le ballon, il faut le protéger derrière. C'est un peu ce qui a manqué toute la saison, sauf que là, ça y est. Là, c'est là. Les séquences défensives match 1 et match 2 ont été très bonnes, notamment Peyton Watson en off-ball a été très bon, Westbrook aussi a été plutôt bon, même j'ai trouvé mieux qu'au match 1. Enfin, vraiment, on a un aspect où le terrain a été beaucoup plus quadrillé et on retrouve un peu comment dire, la bonne défense de Denver, la défense qui, malgré Jokic et malgré les schémas pour protéger un Jokic, ils y arrivent quand même à compenser derrière. Donc ça a été fait et c'est très très cool. C'est très très cool. Il faudrait pas faire directement une prise à 2 plutôt que boucher le terrain. Le problème de la prise à 2, ils l'ont un peu essayé sur la fin. Ils ont fait un peu des switch and double. Je sais pas si je vais arriver à la retrouver. Le problème, c'est que ça reste un truc assez risqué, une prise à 2 franche. Parce que voilà, Kawhi Leonard, il reste assez grand. Et donc, si tu as une aide qui vient se déclencher d'un mec qui est pas loin, il peut ressortir. Il va peut-être pas te faire la passe un peu bingo, la passe jackpot pour directement, je sais pas moi, aller chercher le corner opposé ou quoi que ce soit. Mais bon, une prise à 2, ça reste une prise à 2, quoi. Donc en plus, au bout d'un moment, t'es pas surpris. Tu peux t'ajuster. Bah tiens, on en voit une d'ailleurs. C'est pas totalement une prise à 2, mais on a un pick and roll. Jokic qui monte très très haut, vous voyez qu'il est au-delà de la ligne à 3 points. Il monte sur Kawhi Leonard, 2 contre 1 au niveau du ballon. Bon bah il peut libérer et derrière les Clippers sont quand même un très bon escouade de connecteurs. Ça fait extra passe, ça trouve le décalage, etc. Donc là en l'occurrence non. Mais c'est un peu le piège de la prise à 2, c'est que c'est un peu risqué quoi pour le coup. Et puis tu pars aussi peut-être du principe que prise à 2 c'est un risque et la défense peut se casser totalement et donc in fine concéder un 3 points, concéder un catch and shoot, concéder un layup ou un dunk quoi sur un cut. Alors que l'idée c'est que finalement sur ce genre de terrain surchargé où on te limite l'espace, l'idée c'est d'un point de vue stratégique de te forcer à prendre ces tirs un peu compliqués. Or le problème c'est quand Kawhi les met. Après, tu me diras, peut-être qu'il faut s'ajuster aussi. Hein, ça fait aussi partie des possibilités pour la suite. C'est est-ce qu'on va pas se mettre à, pourquoi pas faire des vraies prises à 2 ? Est-ce qu'on aurait peut-être pas dû, d'ailleurs, le faire un peu en fin de match sur ce côté, mais il est tellement en feu. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas complètement faire une prise à 2 un peu agressive ? Là encore, vous voyez, on est quoi ? 4e quart-temps, il reste 8 minutes. Aaron Gordon qui est sur Kawhi Leonard, et que fait Westbrook qui vient totalement... il abandonne Batum qui est de l'autre côté de la raquette, il traverse la raquette, il ressort de l'autre côté, et il vient surcharger le terrain d'un côté. Peyton Watson aussi est ici de l'autre côté. Donc là, clairement, on voit le 3 contre 1, même 4 avec Jokic qui est pas loin non plus. Donc ouais, disons qu'il y a un truc à faire avec le curseur d'agressivité. Est-ce qu'on reste comme ça, en mode on se resserre autour de toi et on te laisse prendre ces tirs? Ou est-ce que si tu les mets tous, ces tirs avec ton shot-making de folie, est-ce qu'au bout d'un moment, on va pas se mettre à te blitzer, en fait, à te faire lâcher la balle, coûte que coûte, quitte à ce que parfois il y a un peu des trous dans la défense. Donc ouais, c'est intéressant à suivre et ce sera intéressant à suivre sur la suite de la série. Mais c'est toujours pareil. Est-ce que tu dois surréagir parce que sur un match il y a du shot-making ou pas? Il y a le côté, non, le schéma, en tout cas la théorie, elle a été pensée comme ça, la théorie est plutôt bonne en termes de rentabilité, en termes de bloquer l'accès au panier, de bloquer le passing, driving kick, etc. Ça, c'est un peu la théorie. Après, tu as aussi la pratique de, ouais, mais en même temps, c'est Kawhi Leonard, déjà, et c'est surtout un échantillon très très court. Donc au final, c'est un peu risqué. C'est un peu risqué, un échantillon très court, ça se trouve. Il y a besoin que peut-être de 2 ou 3 Kawhi Leonard games un peu comme ça, et tu la gagnes, la série, pardon. Je commence à plus avoir de salive, je vais aller chercher un peu d'eau, excusez-moi. Mais là, je déroule un peu les images, pardon, mais vous le voyez, hein. Il y a des fois où, là on est pareil, milieu de 4e quart-temps, on n'est pas sur la prise à 2 où on va le blitzer loin dans le périmètre, mais dès qu'il s'approche un peu du panier, Jokic ressort complètement de ce côté-là. On essaie de compenser avec Michael Porter Jr. qui coulisse pour prendre le mec de Jokic, donc Zubac, sauf que excellent cut de Norman Powell qui vient proposer une option de passe. Donc voilà, c'est un peu le risque des prises à 2 un peu trop agressif, on va dire. Donc voilà, ça c'est un aspect. Que dire de plus? Qu'est-ce que j'avais noté? Oui, côté Clippers toujours, le pick and roll. Le pick and roll, et c'est vrai que c'est assez fou, parce que je pense que le plan de jeu, il est clairement de dire, on n'a pas une couverture fixe. Voilà, le plan de jeu à mon avis, Denver, c'est, en tout cas pour l'instant, je vais pas supposer quel est le plan de jeu, mais pour l'instant, dans les faits, on a vraiment un jeu qui s'alterne. C'est-à-dire, parfois on fait un drop, et parfois on fait un edge. Donc, pour expliquer la différence, parfois on monte au niveau de l'écran, et pour réceptionner James Harden en sortie d'écran, vraiment au niveau de l'écran, 2 contre 1,
Mais sauf que le problème, c'est que si Harden arrive à passer par-dessus, t'es en sous-effectif, en sous-nombre derrière. Et parfois, on alterne un peu. Jokic, il va rester bas, il va rester en drop. Pour un peu ce côté, je vais rester bas, je laisse venir, je reste plus proche du panier. Comme ça, je peux mieux protéger le panier, je peux voir venir. Et James Harden, c'est plus le James Harden d'avant. Donc, il y a un aspect aussi où peut-être il peut pas punir autant qu'avant. Avant, c'était la folie. C'était un peu, tu pouvais pas faire des drops face à James Harden. Là, c'est un peu plus acceptable. Et en fait, tout le match, un peu comme le match 1, on alterne. On alterne entre drop et edge, drop et edge. Donc ouais. Si j'étais les Clippers, je miserais sur le fait que Russ ne va pas se blesser pour gagner sereinement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas, Dismaël, ce que tu veux dire. Si j'étais Denver, je miserais sur le fait que Kawhi va se blesser. Ah ouais, d'accord, ok, c'est en rapport au message d'avant. Sur le fait que Kawhi va se blesser pour pouvoir gagner sereinement. Ouais, possible. Mais ouais, donc voilà, sur ce côté play-call défensif, on a cette alternance de drop et edge où au final, en fait, on voit des bonnes séquences de la part des Clippers dans les deux. On voit des fois où, en effet, là j'en montre un, c'est en tout début de match, Zubac fait semblant d'aller poser l'écran sur la main gauche de Harden, et en fait au dernier moment il fait ce qu'on appelle une Varejao, hop, je pose l'écran de l'autre côté, et donc regardez, Jokic est du mauvais côté, et donc Harden peut dérouler le drive jusqu'au panier quasiment, je ressors, kick out, le décalage est créé, et après, Powell manque le flotteur, voilà, ça c'est un premier truc. Et puis il y a des fois où le edge était un peu surprenant, avec toujours les très très bonnes mains défensives de la part de Jokic. Là par exemple, bonne séquence, 2 contre 1 sur le ballon. Christian Brown qui est très très bien positionné. Pourquoi? Parce que on en parlait, il abandonne totalement Chris Dunn qui pourtant a une passe près, mais il abandonne, il coulisse sur le pivot Zubac. Et en fait, il vient compenser largement le 2 contre 1 sur le ballon. Donc lui, il couvre le rôle de Zubac. Hop, c'est fait, interception, ça part en transition, etc. Donc voilà. Et puis, disais-je, pardon, ouais, après il y a toujours des fois où, en fait, c'est jamais tout blanc, tout noir. Voilà. Vous voyez, par exemple, j'ai pris 2 possessions après, on est sur un drop. On est sur un drop où Jokic attend bas et même très très bas, alors que 2 possessions avant, il était au niveau de l'écran et il essayait de mettre la pression sur Harden. Et là, on attend très bas, on laisse venir. Donc Harden pénètre, ça se finit en perte de balle. Mais il y a des fois aussi où Harden arrivait à aller au panier et aller prendre soit la faute, soit le drive, il l'a bien fait. Et puis il y a aussi des fois où je vais essayer d'en trouver une. Je vais essayer, où on arrivait à totalement débloquer cet aspect de le fameux la passe par-dessus et le short roll, comme on dit, le short roll de notre ami Zubac. Voilà, là on en voit un, c'est parfait. Donc cette fois-ci, on ne sait pas pourquoi, Jokic monte au niveau de l'écran un peu plus haut. Donc Harden 2 contre 1 sur lui, ça libère Zubac qui est libre de marquage, puisque 2 sont sur Harden. Et excellente passe en mouvement. Je vais extra passe dans le corner, aller chercher le 3 points catch and shoot de Norman Powell, qui ne le met pas, évidemment, sinon ce serait trop beau d'avoir la vidéo qui correspond. Mais voilà, non, on a pas mal de très bonnes séquences aussi là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a aussi un truc que j'ai bien aimé. Est-ce qu'on le voit là? Ou c'est la possession d'avant, je ne sais plus. Et globalement, ils ont fait un meilleur travail là-dessus, je trouve, les Clippers, par rapport au match 1. C'est ce que j'appelle les préactions. Les préactions, c'est-à-dire que le but final, c'est d'arriver sur un pick and roll avec Jokic. Donc par exemple, Harden qui va attaquer Jokic, ou alors Kawhi Leonard qui va attaquer en isolation, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on fait? Regardez ici même, Harden déboule ligne médiane, et il y a un premier écran. Oula, où est-ce que je suis parti? C'est là. Ouais, c'est bon. Il y a un premier écran de Christian Brown, de Chris Dunn. Et en fait, Christian Brown qui est sur James Harden, hop, je switch. Et c'est Michael Porter Jr. qui se retrouve sur James Harden. Et ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est vraiment un truc sur lequel ils ont insisté beaucoup sur ce match et pour le pick and roll. Et enfin, avant d'enchaîner sur le pick and roll et avant d'enchaîner sur l'isolation, c'est vraiment cet aspect de faire une préaction et obtenir le bon match-up parce que si tu obtiens Michael Porter Jr., il va beaucoup moins bien traverser l'écran que Christian Brown, et donc ton action a plus de chances de réussir. Si tu attaques directement un contre un Aaron Gordon, t'as pas trop de chance. Alors que si d'abord tu vas chercher un Jamal Murray, tu obtiens le switch d'abord, une préaction, tu obtiens Jamal Murray, c'est plus facile d'attaquer, etc. Donc ouais, là-dessus, je trouve aussi que c'est un truc où les Clippers ont fait beaucoup mieux que le match 1 pour le coup, à mon avis. Donc c'est aussi un des points que je voulais mettre en lumière, dont je sais plus parler, excusez-moi. Bref, j'essaie de vous lire. Non, c'est bon, il n'y a pas trop de messages. C'est cool. Que dire de plus? Oui, l'aspect aussi des pick and roll entre petits. On a beaucoup insisté là-dessus. Bah tenez, là je crois que c'en a une aussi. Les fameuses préactions, regardez. Kawhi Leonard qui a Aaron Gordon. Écran, je vais chercher Michael Porter Jr. Switch, et donc je peux attaquer le switch.
Bon, là, en l'occurrence, Gordon revient faire une prise à deux. Bref, c'est pas le bon extrait, mais vous voyez un peu l'idée. Les pick and roll entre petits, ouais. Je pense que ça fait aussi partie des choses que j'ai beaucoup plus aimé. C'est l'aspect où, finalement, le Jamal Murray a été beaucoup plus mis en difficulté par les Clippers. Alors, lui et d'autres, hein, mais surtout Jamal Murray sur cet aspect de chasse aux petits, les pick and roll entre petits, que ce soit James Harden, que ce soit Kawhi Leonard, ou même Norman Powell, hein, parfois, Powell et Bogdanovic, on est vraiment allé chercher un peu plus Jamal Murray. Et Jamal Murray, en fait, il y a deux choix. Soit tu switches pas, mais donc si tu switches pas sur l'écran, ça fait un décalage, et donc le poseur d'écran peut filer au panier ou peut filer en pick and pop, et donc tu veux pas. Soit ça switch, mais sauf que si tu switches, tu donnes le mismatch qui est pas bon, etc., etc. Vous voyez un peu l'idée, quoi, pour le coup. Et les Clippers ont aussi été pas mal là-dessus. Donc ouais. Je suis quand même un peu sur ma faim sur la création d'Harden sur ce match. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Après, là où je suis pas surpris, c'est que ça reste James Harden de 2025, quoi, pour le coup. Tu vois, tu m'aurais dit ça en 2019 ou 20. Je suis d'accord. Là, on sait que de toute façon, faut s'attendre à une certaine variance, on va dire, d'un match à l'autre, où il peut faire des gros matchs encore en playoff, mais il peut pas tout le temps le faire, quoi, pour le coup. C'est un peu l'idée. Mais après, tu vois, je comprends ce que tu veux dire aussi. Mais en un sens, je trouve que le pick and roll a plus et mieux marché sur l'intégralité du match ici, contrairement au match 1 où Denver avait fait l'ajustement de mettre Jokic sur Chris Dunn. Et donc, voilà, soit tu attaques avec Zubac, mais tu peux pas cibler Jokic, soit tu cibles Jokic, mais tu peux pas attaquer avec Zubac en poseur d'écran. Et finalement, les Clippers avaient arrêté ce pick and roll qui marchait si bien en début de match. Là, je trouve qu'ils l'ont beaucoup plus fait, beaucoup plus continué. Donc ouais, c'était cool. Mais voilà, au final, pour résumer, je trouve que la défense off-ball de Denver, bien meilleure, vraiment bien meilleure. Le côté changement de couverture défensive qui est vraiment incessant entre drop et edge. Et je pense que ça fait aussi partie du truc. Parce que si tu restes en edge tout le temps, les Clippers peuvent dessiner un système et on pose l'écran très haut, comme ça libère un peu plus facilement pour passer par-dessus la prise de 2, etc. Ou alors si tu te mets tout le temps en drop, ils peuvent aussi dessiner un système ou créer des configurations un peu plus faciles. Là, il y a un peu un aspect effet de surprise pour le coup. Donc ouais, mais voilà, l'escouade off-ball en deuxième rideau de Denver est quand même bien meilleur, je trouve, vraiment vraiment bien meilleur. Côté Clippers aussi, hein, évidemment, il y a un aspect défensif assez dingue. On a vu que la protection de panier était quand même très très cool, notamment aussi parce que Zubac parfois a pu être un peu libéré et jouer un peu plus en roamer, donc apporter sa taille et sa longueur de bras au niveau du panier, vraiment juste en safety défensif, quoi. Donc ouais, c'est plutôt un bon match même un très très bon match. Je crois que j'ai parlé d'un peu de tout. De quoi j'ai pas parlé, je regarde un peu mes fiches, mais je crois que j'ai un peu tout dit. Oui, pas mal de pick and roll. Bon, si, j'en ai parlé un peu. Les pick and roll inversés de Jokic, qui est clairement le plan de jeu tourne autour de ça, de Jokic dans le périmètre. On a eu aussi pas mal quelques pick and roll un peu pick and roll 4-5, quoi, ou plutôt 5-4, 54, dans ce sens-là, puisque c'est le 5, Jokic qui a la balle, et le 4 qui pose l'écran. Et donc, en fait, des pick and roll entre gros, je ne sais pas si je vais arriver à trouver l'image comme ça, mais je crois qu'il y a un moment donné où il y a un peu un pick and roll 2-3 qui sont enchaînés pour en fait aller cibler un Kawhi Leonard qui a été très bon en match-up défensif direct. J'ai vu passer des stats encore une fois de défensif de match-up direct. Bon, c'est pas trop mon dada. Mais voilà, un peu pour le mettre un peu plus en difficulté par rapport à ça. Et aussi pour un peu plus utiliser le côté verticalité de Gordon. Plutôt que juste dire tu restes dans le dunker spot sous le panier ou à 3 points, un peu un aspect de viens, on t'implique et on fait des pick and roll entre guillemets, entre gros. Et donc tu as à la fois Zubac dans le périmètre, tu as aussi Kawhi Leonard qui doit défendre en drop, qui doit défendre en tant qu'intérieur. Ça, il a jamais trop fait dans sa carrière non plus. Donc c'est cool. Et il y a eu 2-3 actions comme ça qui ont été enchaînées où tu arrives à trouver des solutions, quoi. Donc c'était cool. J'arrive pas à les retrouver, mais bref, c'est pas très grave. Mais voilà, je pense qu'on a un peu tout dit. Je regarde encore 2-3 images, mais je crois que c'est bon. Et puis, bon, des tirs clutch à la fin, mais ça, vous le savez. Voilà à peu près. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce match-là ou pas? Vous me dites. J'essaie de voir si j'oublie des choses, moi, mais je crois que c'est bon. Il y a quelques fois où ils ont pré-switch sur le pick and roll, les Nuggets encore. Ouais, effectivement, tout à fait, on en a parlé, ouais, tout à fait. Est-ce que les stats de défense en match-up direct, c'est parlant sur un attaquant comme Leonard, du coup? Tu veux dire les stats de Denver sur Leonard? Pour le coup, moi j'ai un peu ce côté où quand je sais qu'une stat est pas parfaite, je préfère un peu totalement l'éliminer, pour le coup. Mais tu vois, le problème c'est que ça révèle une partie de ce qui se passe, mais ça révèle pas tout. Là, je peux prendre un exemple, je mets à l'image Kawhi Leonard qui va attaquer
Jamal Murray. Ok, donc là on se dit, bon bah ok, 1 contre 1, les stats de tracking et de match-up défensif direct vont te dire que quoi qu'il se passe sur l'action, c'est soit le tir est mis, soit le tir est pas mis. Bon, en l'occurrence, il prend pas le tir, mince. Punaise, je suis pas aidé par les highlights en ce moment. Non mais si tu veux, l'idée, il y en avait plein des comme ça, je vais essayer d'en retrouver. Mais en fait, ce qui se passe au niveau du ballon, c'est pas tout, quoi. Et donc il y a des fois où par exemple Kawhi Leonard prend le tir, je crois qu'il en a eu, et le manque. Il y en a eu quelques-uns en fin de match, hein, je crois. Et tu dis, ah ouais, ok, donc c'est, je sais pas moi, c'est Gordon qui a bien défendu, ou c'est Westbrook qui a bien défendu. Et en fait, non, parce que participe aussi à l'action le fait que derrière Westbrook, t'as, je sais pas moi, t'as Peyton Watson qui bouge le terrain totalement et la main droite, t'as aussi Jokic qui est dans la raquette qui bouge l'espace. Donc, si tu veux, la stat, factuellement, est correcte, mais elle n'inclut pas un peu tout le reste de, entre guillemets, la vérité de l'action, qui est aussi que pourquoi le tir a été loupé, peut-être aussi parce qu'il prend un long tir à 2 points ou un pull-up à 3 points. Et pourquoi il prend ce 3 points-là, c'est aussi parce qu'il y a 14 Z derrière, quoi. C'est un peu, tu vois, c'est un peu comme si je te disais les stats que t'es ressorti d'ailleurs, de Towns l'an passé contre Jokic. Et les stats individuelles, tu te dis, waouh, il a réussi à freiner Jokic. Bon, en fait, c'est pas que lui, quoi. C'est-à-dire, et dans ses stats de match-up, il n'y a jamais marqué, oui, mais il y avait Gobert derrière, quoi. donc c'est un peu là-dessus où moi je trouve que c'est un peu imparfait. L'isolation n'est jamais vraiment isolée. Exactement, oui, tout à fait, Antoine, qui vient balancer des vérités et des phrases incroyables. Non, mais oui, totalement. Bah, surtout dans la NBA d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a 15-20 ans, il y avait un peu plus ce côté duel, où de toute façon, vu qu'il n'y avait pas d'espace pour aller sous le panier, il y avait un côté un peu plus simple, on va dire, du duel et de isolation de 1 contre 1, on va dire. Mais c'est vrai que là, actuellement, dans le côté horizontalité du jeu, l'isolation n'est jamais isolation. Là pareil. Là, je tombe sur une action où Harden a réussi à obtenir le switch avec Jamal Murray. Regardez comment s'organise le terrain. On a Jamal Murray en premier rideau. Ok, donc si le tir est mis ou pas mis, ça va revenir à Murray. Mais t'as Westbrook qui est totalement ici sur la main droite de Harden. T'as Porter Jr. qui est pas loin sur la main gauche. Et t'as aussi Jokic sous le panier. Donc, c'est aussi là-dessus où finalement tout est un peu lié. Et d'ailleurs, vous avez vu que ça s'est fini presque par un turnover avec Jokic qui est en deuxième rideau, mais met la main, quoi. Et limite, dévie la balle. Qu'est-ce que fait Zubac? Non, il met pas le panier. Donc voilà, là par exemple, je pense qu'en termes de match-up défensif, on dirait oui, Jamal Murray a bien défendu, 0 sur 1 sur cette action de Harden sur Jamal Murray. Sauf qu'en fait, il y a 3 Z de tour. Et comme dit Antoine, l'isolation n'est jamais de l'isolation vraiment aujourd'hui en NBA. Et même à l'époque, elle n'était pas complètement non plus, avec des histoires de faux spacing et parfois de prise à 2 avant les défenses de zone, des prises à 2 encore plus franches, etc. etc. L'Ouest, c'est vraiment une jungle. Ouais, je suis un peu d'accord. Le regret de ce match, nous dit Pipa, c'est que c'est du niveau d'une demi de conf et non d'un premier tour. Ah oui, on mesure pas assez l'impact des seeds sur le destin des playoffs. Oui, et d'ailleurs, je pense qu'Antoine qui est dans le chat s'en souviendra. C'est moins pire qu'avant parce que précisément ils ont éliminé la règle, notamment du seeding par rapport aux vainqueurs de division, non pas de conférence mais de division. Où avant, je crois que c'était, alors peut-être Antoine tu me corriges, hein, mais je crois que c'était les 3 vainqueurs des 3 divisions de l'Ouest qui avaient une place assurée dans le top 4. Pas forcément 3, mais top 4. Et c'est comme ça qu'en 2015, on s'est retrouvé avec le fameux Clippers-Spurs qui est digne du final NBA ou de conférence, qui était au premier tour, mais parce que Portland, qui était une bonne équipe, mais 4 crans en dessous de ces deux équipes, hein, mais comme ils étaient vainqueurs de division, c'était quoi à l'époque? C'était les Wolves qui étaient nuls. C'est une division qui était pas très bonne. Et donc Portland avait eu qui premier tour? C'était quoi? C'était Memphis, non? 2015, je crois. Et ils avaient perdu, d'ailleurs, contre Memphis. Et de tête, hein, il me semble. Et voilà, et on avait... Malakos nous dit, il y a que les Grizzlies qui font un peu tâche. Non, pardon, tu parles d'autre chose. Bref, donc ouais, non. Oui, le seeding, c'est important. Après, je vois ce que tu veux dire, mais moi, j'ai aussi ce truc où finalement, j'accorde assez peu d'importance au... Enfin, je veux dire, justement, j'accorde plus d'importance à contre qui tu perds plutôt qu'au tour où tu te fais éliminer. Mais je peux comprendre aussi, il y a ce côté, ouais, ils étaient dignes d'une finale de conf, ils sont éliminés au premier tour. Mais voilà, moi, par exemple, les Spurs 2015, à mon sens, c'était assez clairement une des 4, voire même 3 meilleures équipes de toute la NBA, en fait, cette année-là. Et ils sont éliminés au premier tour. Et en fait, voilà, c'est une question de tournoi, question de seeding. Mais voilà, tout ça pour dire, pardon, fin de l'anecdote, que depuis 2015, ça a été supprimé parce que les Blazers, alors on va aller chercher, je sais plus combien c'était, ils étaient vainqueurs de division, ils avaient quand même beaucoup moins de victoires, je crois, que nos amis Clippers et Spurs, donc heureusement ça a été aboli.
Donc, Golden State était 67 victoires 2015, Rockets vainqueur de division 56, et Portland était à 51. Ok. Sauf que 51, calculons. Donc il y a Golden State qui était à 67, Clippers à 56, on avait Memphis 55, les Spurs 55 également. Voilà, donc Portland était 6e équipe, grosso modo, de l'Ouest, mais ils avaient eu le top 3, top 4, quoi, pour le coup. N'empêche, on a l'impression que les défenses prennent vachement le pas sur les attaques. Exactement, ouais, je suis tout à fait d'accord, Nathan. Je sais pas si l'offensive rating est plus bas que les autres années en playoff. Alors, par hasard, je suis allé vérifier tout à l'heure, j'ai eu la même pensée que toi. Il me semble que pas trop, mais après, on est en début de playoff, il y a eu quoi? Il y a eu 10 matchs, je crois. 8 premiers plus 2 deuxièmes. On est à, pour l'instant, non, ça c'est de la régulière. Mais tu vois, même en régulière, ça a baissé. On est à 115 cette année alors qu'on avait flirté, on était avec les 116 l'an passé ou l'année d'avant, je sais plus. Donc ça a un peu commencé à baisser. Cette année, on est à 113 d'offensive rating. Alors pour l'instant, mais comme dit, c'est 10 matchs, donc c'est pas hyper intéressant. Et l'an passé, hop, je crois qu'on était à un peu plus de 113, 113,9, 114. Mais non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord que au final, et puis voilà, pareil, l'offensive rating moyen sur 10 matchs, sachant qu'on a eu une rouste monumentale d'OKC. Bon, ça vient un peu perturber la moyenne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc ouais. Mais je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord que si on prend les vrais match-up en termes en termes de points sur les vrais matchs qui ont été compétitifs, etc. Voilà, pareil, le match des Knicks Pistons, 100 à 94. Ça se joue dans les 100. Le match Clippers-Denver, 105-102. Prenons les autres. Boston-Orlando, 103-86. Bon, les Cavs, il y a une classe d'écart. Warriors, Rockets, 95-85. Ça, on est carrément en 2003, là. Vous avez préparé votre baladeur CD. Bref, Nuggets, 112-110, le match 1. Bon, les Lakers aussi à 95 points, enfin bref. Mais non, je suis d'accord. Mais tu sais, ça recoupe aussi, Nathan. Je sais pas si tu écoutais les hebdos qu'on a fait cette saison ou pas, mais on répétait, et je crois que je l'ai beaucoup répété surtout en fin de saison. Donc en fait, tu regardes l'Ouest, notamment, et même l'Est, hein, mais l'Est, il y a 2 bonnes équipes avec ça. Mais l'Ouest, tout le monde a un problème de spacing. Et à quel point c'est l'œuf ou la poule, quoi. Je sais pas. Il y a un aspect aussi de. En fait, c'est les défenses qui sont meilleures, mais les défenses sont aussi meilleures parce qu'on aligne des meilleurs défenseurs. Et forcément, peut-être ces meilleurs défenseurs ont moins de bagages de 3 points offensifs. C'est Orlando, c'est même OKC parfois, ou des trucs comme ça. Donc voilà, l'œuf ou la poule, quoi. Mais non, mais je suis d'accord que la défense commence un peu à prendre le pas, un peu dans cette tendance générale, quoi. Et clairement, même, on voit des attaquants qui sont très bons, mais tu peux pas survivre en défense, tu joues pas, quoi. Mais je suis d'accord. Et puis, c'est un peu un mix de tout, je dirais. Et on est aussi dans cette phase de l'évolution du jeu où, bon, ça fait maintenant quelques années, mais de plus en plus, on a compris que, ah non, en fait, les 3 points, il faut pas les respecter. Ah non, Brook Lopez, il shoot quoi à 35% à 3 points. En fait, ça vaut le coup de l'abandonner à 3 points pour défendre le panier. Et puis petit à petit, l'échelle, elle monte, quoi. Et aujourd'hui, on a aussi des... ah bah tiens, certes, je suis sur Jason Tatum côté faible, et c'est un shooter exceptionnel, mais en fait, il vaut mieux abandonner Tatum pour aider, pour empêcher un drive au panier, quoi. Donc en fait, on voit de plus en plus là-dedans. Je pense qu'il y a ça. Et donc, on a effectivement plus de défense, quoi. Mais comme dit, hein, c'est le serpent qui se mord la queue, ou je sais pas, l'œuf ou la poule, mais il y a un aspect, tu regardes les équipes à l'ouest, qui a un spacing parfait en 2025? OKC, parfois on se pose la question, Houston, n'en parlons pas, Lakers, non, Denver, non, au contraire, Clippers, non plus, pas parfait, les Wolves, évidemment pas, Warriors, non, Memphis, non. Bon, bah voilà, on a fait les 8, quoi. On a fait les 8, et sur les 8, on pourrait avoir trouvé à redire, quoi. Effectivement, Antoine dit Boston, mais voilà, Boston et Cleveland, c'est un peu les 2 exceptions pour moi. Si je veux, je peux avoir un top spacing, et encore, je dis Cleveland, mais Cleveland, même, il y a le côté Jarrett Allen et Evan Mobley. Mais on va dire sur 40 minutes, sur 48, tu peux quand même avoir soit l'un, soit l'autre. Et en plus, soit l'un, soit l'autre qui a le ballon dans le périmètre. Donc tu peux avoir un bon spacing. Mais oui, non, mais clairement, hein, c'est pour ça que Boston est un peu une anomalie. Et peut-être que a posteriori, on se rendra compte qu'en fait, dans cette ère-là, et avec ce genre de défense-là, bah, peut-être qu'ils n'ont pas de mecs qui vont au panier à volonté. Ils n'ont pas ce fameux moteur de drive un peu classique. Mais peut-être que juste ce spacing, c'est un peu les seuls à le proposer. Et que ça aide beaucoup, hein. Donc ouais. Je vous lis aussi. Il va falloir qu'aussi qu'on passe à l'autre match. Mais est-ce que le manque de spacing se voit parce que les défenses laissent shooter? Je pense quand même. Je pense qu'il y a des mecs qui sont abandonnés, et je pense aussi qu'il y a des fois où tu as besoin de défense, donc tu fais jouer là Westbrook et Watson, et parce que tu as besoin de la défense, quoi. Donc, mais parce que les schémas défensifs sont aussi beaucoup plus complexes, donc tu peux peut-être moins te permettre, et encore plus en playoff, enfin encore moins en playoff,
tu peux pas te permettre d'avoir des maillons faibles. Tout est un peu lié, quoi. Antoine disait, aujourd'hui, il n'y a plus d'isolation en NBA. Il n'y a plus de vraie isolation vraiment isolée. Mais c'est un peu ça, quoi. Donc je pense que les standards de défense, et notamment off-ball, ont largement augmenté. Donc tu as un peu besoin, pour pas que ton château de cartes s'effondre au bout d'une rotation, d'avoir des mecs compétents. Mais voilà, historiquement, les mecs compétents en défense le sont un peu moins en attaque, à moins d'être une superstar. Mais bref. Si ça vous va, on peut avancer. On peut se faire l'autre match. Alors attendez. Le deuxième match, si ça vous dit. Donc, passons les Knicks qui ont perdu 94-100 pour les Pistons. Hop, petit point rapide au niveau des stats. Qu'est-ce qu'on a? Cade Cunningham qui nous met 33 points et 12 passes en termes de chiffres bruts, si ça vous intéresse. Je vais essayer d'ouvrir le bon match. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas du tout ça. Alors attendez, je vais vous mettre un peu des highlights de Cade Cunningham pour vous faire patienter. Voilà. Est-ce que certains l'ont vu? Est-ce que certains ont noté des choses? Hop. Ouvrir un projet, ouvrir une vidéo. Où es-tu? Tu es là. C'est parfait. Nickel, on va pouvoir y aller. Hop, ici même. Ok. Donc, Détroit qui gagne contre les Knicks. Je pense qu'il y a quand même des trucs un peu évidents à noter. Bon, un peu un trou d'air. Un peu un trou d'air offensif pour les Knicks. Alors, on va l'expliquer aussi. Mais il y a un aspect tout de même à noter de... voilà, les deux équipes ont très très mal shooté. 29% à 3 points pour les Knicks et 22% pour Détroit, encore moins bien shooté. Après, la différence, vous la voyez, elle est ailleurs. Elle est aussi sur le fait que les Knicks ont pris beaucoup de 3 points et se reposent beaucoup là-dessus. Alors que, ça pour moi, c'est la grande réussite et les très très bons ajustements de la part de Bickerstaff. J'ai pas l'habitude de dire ça. C'est que c'est moins grave pour Détroit de mettre que 22% de ses tirs à 3 points parce qu'en fait, ils sont allés beaucoup au panier. Vous voyez, 38% de leurs tirs qui est au panier. C'est énorme et surtout, à ces tirs-là se rajoutent aussi des tirs qui n'ont pas compté dans le box score et donc qui ne comptent pas dans la fréquence au panier techniquement, je crois. Ça dépend des sites. Mais beaucoup de lancers francs. Un taux de lancers francs là à 37,8, ce qui veut dire que par 100 field goal, par 100 tirs tentés, ils ont eu 38 lancers francs. Bref, c'est un chiffre assez énormissime. Donc beaucoup de lancers francs, beaucoup de tirs au panier. C'est un peu comme ça qu'on arrive à surmonter un 3 points qui est un peu qui ne rentre pas du tout. Et en plus, le 3 points ne rentre pas. Mais pour le coup, on a quand même Schroeder qui nous a mis un très très beau 3 points. Je vous lis. Content pour les Pistons, c'est heureusement que les Knicks prennent le premier. Ouais, je suis un peu d'accord. Alors, heureusement qu'il y a le campaign moment là, de combien, 12 ou 15 points d'affilée. On en a parlé hier. Mais ouais, ça a quand même bien sauvé. On n'a pas eu ça ce match-là. Nathan qui dit 4 sur Duren, j'ai toujours un peu de mal. Oui, effectivement, on va en parler. Il y a le coup de 4, nous dit Antoine, qu'ils ont du mal à mettre en avant au poste et avant et après les post-up d'ailleurs. À mettre en avant au poste, qu'est-ce que tu veux dire en avant? Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Ok. Le niveau de l'utilisation de 4 est vraiment un point clé de la série. Je suis d'accord, en effet. On va en parler, mais après, je pense que j'ai été un peu moins dérangé que la moyenne, j'ai l'impression, d'après ce que je peux lire et voir. Et j'ai tweeté un peu là-dessus d'ailleurs. Je crois que c'est Zach qui disait oui, c'est pas normal. Karl Anthony Towns a touché très peu de ballons, trop peu de ballons, ou fait trop peu de points, ou trop peu d'assises, je sais plus exactement. J'avoue que j'ai pas trop cette impression, moi, personnellement. Alors, effectivement, ils n'ont peut-être pas assez insisté, mais pour le coup, en fait, quand il allait au poste bas, il y avait des prises à deux. Donc il y a aussi un effet qui est un truc assez simple de création de décalage. Et il y a des fois, juste, il allait au poste bas, c'est pas lui qui faisait l'assist, c'est pas lui qui faisait les points, mais le décalage partait de lui, en fait. Et alors, je suis le côté attaque Pistons, là, hop, on va essayer de trouver des bonnes possessions. Mais ça a été vraiment l'ajustement de ce match-là. Alors évidemment, je tombe sur une possession où il a un contre un, évidemment. Mais bon, bref, reprenons depuis le début. Le match 1, on a eu beaucoup de Towns au poste bas contre Tobias Harris, puisque c'est aussi une question importante sur cet affrontement. C'est qu'on joue avec les match-up. Jalen Duren, le pivot, ne défend pas le pivot adverse Towns. On le met sur Josh Hart, évidemment, ce qui est un peu un classique contre les Knicks, puisque Josh Hart est un non-shooter total. Et c'est un élément clé de cette série. D'ailleurs, repartons un peu sur les stats. Le nombre de points, le nombre de tirs au panier, la fréquence de tirs au panier pour les Knicks est faible et l'efficacité au panier a été très faible. À peine 50% de leurs tirs mis au panier. Et ça, c'est permis aussi. Pourquoi? Et encore une fois, j'insiste, mais c'est un élément clé de la série pour l'instant. C'est Jalen Duren en safety.
c'est Jalen Duren qui se permet d'abandonner totalement Josh Hart, comme à peu près tous les pivots qui affrontaient les Knicks cette saison. Les pivots sont sur Josh Hart et peuvent rôder autour du panier. Et donc, on a cet aspect-là, qui est surtout sur les pick and roll de Brunson, etc., et d'autres actions. Mais le fait est que sur les post-up aussi, on a eu des matchs 1, pas mal de séquences d'affilée, première mi-temps, où on a enchaîné post-up, post-up, post-up de Towns sur Tobias Harris, puisque, évidemment, c'est ça le match-up. C'est ça l'autre match-up, c'est que si Duren ne défend pas 4, c'est le poste 4, Tobias Harris qui va défendre 4. Et c'est là où je suis à la fois pas d'accord, mais un peu d'accord. Parce que match 1, on a eu pas mal de play-call pour 4, mais un peu partout. C'est-à-dire qu'on avait des post-up, on a eu 4-5 possessions enchaînées directement première mi-temps du match 1 avec des post-up. Soit il mettait ses points, soit il faisait des passes. Mais on avait aussi des séquences un peu en 5-out, séquences en delay où il est, on voit un peu d'ailleurs comme ça, c'est-à-dire très loin du panier, plein centre, et deux mecs d'un côté, deux mecs de l'autre côté. Et en fait, de miser un peu sur le drive de Kat pour attaquer dans l'espace Tobias Harris qui est rapide, mais qui couvre pas autant de terrain que Kat, parce qu'il est moins grand, etc. Et parce que Kat est aussi un excellentissime driver pour un pivot. Donc, c'est vrai qu'en un sens, je peux aussi comprendre la critique parce que il n'y avait pas que du post-up match 1. Et je trouve qu'on n'a peut-être pas assez insisté, et peut-être qu'il faudra re-insister là-dessus. C'est sûr, bah tiens, on envoie une d'ailleurs à l'écran, sur isolation, peut-être de Towns, un peu plus loin du panier, pour le coup. Mais attendez, mais je suis pas sur le match 1 là. Oh là là, je suis sur le match 1, c'est catastrophique. Alors attendez, j'ai pas ouvert le bon fichier. Celle-là, elle est bonne, celle-là. Alors attendez. Voilà. Match 2. C'est quand même un peu mieux si on se faisait le match 2, non? Personne me l'a dit, c'est où j'ai manqué un message dans le Twitch. Voilà, on y est, on enlève le son. Bon, bref. Donc ouais, peut-être pas assez de drive de Kat pour aller punir un peu plus cet aspect de Tobias Harris et punir ce match-up-là, parce que d'un côté, les Pistons se disent bon ben ça permet de déployer totalement Jalen Duren off-ball et au panier, et ça marche. Mais sauf que tout prise de risque a son avantage, mais aussi son inconvénient. L'avantage, c'est la protection de panier avec Jalen Duren ou l'autre pivot, Paul Reed, sur ce match 2 c'était, puisque Stewart était malade. Donc ça, c'est l'avantage, mais l'inconvénient, c'est que t'es censé... tu laisses un plus petit sur 4. Donc c'est là que les Knicks doivent insister et punir, parce que tu peux pas laisser Détroit juste faire ce truc sans les punir et les autoriser un peu à te gêner tranquillement, quoi. T'es un peu obligé de... il faudrait que tu insistes un peu plus. Et c'est vrai que peut-être pas assez de drive. Le post-up, c'est aussi très simple, hein, comme je disais, c'est que dès le début de match, ils ont fait des prises à 2 sur 4, si j'arrive à les retrouver aussi. Et donc voilà, il y a un aspect où finalement le champ d'action est assez limité, je trouve, pour 4, à partir du moment où il y a une prise à 2 qui arrive depuis la ligne de fond, notamment une aide depuis la baseline, quoi, la ligne de fond qui va arriver. Je crois que celle-là, c'est la possession où il a un contre 1, si je dis pas de bêtises, voilà, il a un contre 1 pour l'instant, il va attaquer Tobias Harris, un contre 1, et voilà, Jalen Duren, vous voyez, qui commence un peu à venir ligne de fond ici, au cas où pour boucher l'espace ou pour faire la prise à 2. Là, en l'occurrence, Towns prend le fadeaway, fadeaway. Donc ok, mais je crois que c'est la possession d'après où on y va beaucoup plus franchement au poste bas. Voilà, tout à fait, c'est ici. Voilà, là vous voyez que Jalen Duren vient totalement, il dézone, il vient se rapprocher de Towns et faire cette prise de... Donc après, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas, et je pense que c'est un bon moyen de créer de l'attaque, hein, créer un décalage pour le coup. C'est juste que les Knicks n'ont pas été bons pour l'exploiter ensuite. Hein. Les Knicks n'ont pas mis leurs 3 points. Les Knicks le spacing et l'organisation du terrain n'étaient pas idéal, je trouve. Donc ouais, toujours faire attention aussi, hein, je rappelle, hein, mais on a vu la stat, 29% à 3 points. Voilà, c'est peut-être que s'ils étaient à 35-36, ça fait quelques 3 points en plus dans la besace, et ils gagnent le match, quoi. J'exagère, mais pas tant que ça. Il a été quoi? Il y a 5 points d'écart. Voilà, peut-être qu'on parlerait aussi de ce côté, cool, ils ont créé à partir du post-up et des prises à 2, ils en ont tiré profit, etc. Bon, bref. Donc il y a ça. Je vous lis aussi Josh Hart avec le trophée du boulet d'or, meilleur joueur qui est un poids offensif. Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu sévère parce qu'il y a quand même pas mal d'utilité, notamment un peu sur des short rolls, en poseur d'écran, autour du panier, parfois. La transition aussi, où il est très bon. Mais oui, clairement, c'est un compromis. Donc ouais, là, je te rejoins totalement. Effectivement, pardon, je prenais un peu d'eau. Quoi d'autre
Bon oui, après moi le point principal pour moi c'est le très très bon match aussi en termes de coaching de Bickerstaff par rapport au pick and roll. Et on avait parlé déjà en match 1, mais l'aspect où Cunningham a la taille et donc il peut passer par-dessus les edges avec beaucoup plus de facilité que d'ailleurs Brunson, on en reparlera. Mais clairement, pour moi, il y a une question d'organisation du terrain qui a été bien meilleure sur ce match-là. Et en termes de play call, en termes de quel système on déroule, comment est-ce qu'on amène les actions, notamment. En fait, on a vu un beau festival de Cade pour passer par-dessus, mais souvenez-vous, au match 1, on se disait, bon, il passe par-dessus, mais le spacing n'est pas top. Et donc, on n'arrive pas à exploiter totalement le décalage. Alors que là, il y a plein de trucs qui ont été faits en termes d'organisation de l'espace, notamment. Si je vais arriver à les retrouver ou pas, non, j'arrive pas à les retrouver. C'est peut-être un peu plus tard dans le match pour le coup. Mais un aspect où je crois que c'est là. Je crois que c'est un bon exemple. Non, c'est pas mon exemple. Bon, bref. Où bah voilà, ça passe par-dessus pour donner à Paul Reed ou pour donner à Jalen Duren. Et avec un seul shooter côté faible, par exemple, et le shooter qui remonte depuis le corner jusque sur l'aile, ce qui fait que le défenseur il sait pas quoi faire. Est-ce que je remonte avec le shooter ou est-ce que je descends pour couvrir le rôle du pick and roll? Je ne sais pas. Et donc voilà, déjà excellent match au niveau du passing, mais ça on n'est pas surpris de la part de Cade Cunningham par rapport à ses edges. Franchement, très très bon taf. Faut dire aussi que pourquoi les Knicks font des edges, parce que encore une fois, Thibodeau pour l'instant veut garder son pivot Towns sur le pivot adverse. Donc eux, pour le coup, on joue pas trop avec le match-up. Hein. Comme on a dit, Jalen Duren sur Josh Hart, eux, ils le font. Alors que les Knicks ne veulent pas. Et donc, voilà, Towns, le drop, il sait pas faire. Rester en retrait et protéger le panier, il sait pas faire. Donc, on fait du edge, mais sauf que le edge, Cade Cunningham, il est capable de le punir. Et on précise pas aussi, mais c'est vrai que commencer à imaginer Kat faire des switches, bon, c'est pas pour rien si les Wolves l'ont pas fait l'an passé en finale de conf et qu'ils se sont fait manger sur drop, c'est parce que tu pouvais pas switch avec Towns. Ça paraît risqué, mais bon, pourquoi pas, ça pourrait être un ajustement pour le coup. Donc on a ça, les bonnes lectures. Il y a aussi un aspect sur cette série, c'était déjà le cas au match 1 et là c'est de nouveau le cas au match 2, c'est qu'en fait dès que Cade Cunningham il obtient quelqu'un d'autre que Anunoby, il va au panier quasiment à volonté, ou bon, j'exagère un peu, hein, question de formulation, vous avez compris. Mais dès qu'il a Mikal Bridges, notamment, il se fait plaisir. Et que ce soit sur demi-terrain ou sur transition, dès qu'il arrive à obtenir un switch, c'est génialissime, quoi. Il score quasiment de manière automatique dès qu'il n'a plus Anunoby sur lui. Donc ça, c'est cool. Et c'était déjà le cas au match 1. Mais surtout, ce qui a été bien, je trouve, c'est qu'ils ont mis l'accent pour créer ce genre de situation beaucoup plus qu'au match 1, pour le coup. Donc, les pick and roll entre petits, d'ailleurs, on en voit là. On voit un pick and roll, donc Cade Cunningham, avec, ça a l'air d'être un double écran avec à la fois Tobias Harris et Jalen Duren, sauf qu'en fait, c'est que Tobias Harris qui pose son écran. Voilà, ce qu'on appelle la préaction. Je l'ai détaillé dans le match tout à l'heure avec les Clippers, mais le but, c'est d'enchaîner sur un vrai pick and roll avec Duren. Mais avant ça, il y a un premier écran pour apporter Mikal Bridges switch all, hop, sur ça, il switch sur Cade Cunningham, donc on n'a plus Anunoby, et donc le premier rideau est très différent, c'est Mikal, et c'est plus OG, et donc à partir de là, on peut dérouler beaucoup plus facilement. Vous voyez que, regardez d'où il part du logo mi-terrain de ligne médiane, et il va jusque sous le panier sur ses spots. Voilà, parce que Mikal, il résiste pas au choc, hein. Je sais pas si j'essaie de mettre un peu plus lentement, vous allez voir, il a un peu un temps d'avance, et on a un Cade Cunningham qui va sur ses spots avec sa puissance. Et moi, pour le coup, bon, il manque le tir, mais il n'a pas manqué à chaque fois, évidemment, s'il n'aurait pas mis 33 points. Mais clairement, il y a un côté pour moi où ils ont beaucoup plus fait ce genre de préaction. Et là, pareil, on envoie Cade Cunningham, piqué dans avec Tobias Harris, on obtient le switch Mikal Bridges et on l'attaque en post-up. Voilà, très très simple. Et il a eu beaucoup de lancers francs aussi de cette manière. Il a eu beaucoup de drive, etc., etc. Donc ces préactions hyper importantes d'obtenir un meilleur match-up avant le pick and roll ou juste pour une isolation pour Cade, ça c'était très cool. Et puis aussi pas mal de petits trucs et astuces tactiques en fait, juste pour perturber le edge. Ça on y reviendra après. J'ai vu des extraits tout à l'heure, est-ce que je les ai perdus? Voilà, mais voilà, en fait c'est faire plein de petits trucs pour perturber l'arrivée du défenseur du edge. Donc notamment, là par exemple, si on enchaîne un peu dans le flow avec Mitchell Robinson qui va être un peu en retard parce que Cade Cunningham est arrivé à lui-même, est sorti d'un écran avant d'enchaîner sur son propre écran. Donc Mitchell Robinson est un peu en retard, ce qui permet d'avoir un cran d'avance. Cade Cunningham qui va passer par-dessus, non je crois que c'est pas là. Bref, ce genre de petits trucs astuces. Des ram screen aussi. Est-ce que je vais arriver à trouver un ram screen? Je ne suis pas, je suis pas sûr. C'est là, c'est peut-être là. Qu'est-ce qu'un ram screen? Je vous montre. Hein. Hop, ici, vous voyez, c'est Malik Beasley qui pose un écran pour le poseur d'écran.
Donc le poseur d'écran du vrai pick and roll qu'on veut jouer, c'est Jalen Duren, il est ici. Mais qu'est-ce qu'on fait pour gêner le edge? Mais en fait, Malik Beasley qui pose un écran sur Mitchell Robinson. Comme ça, Jalen Duren, il a un petit cran de décalage, il peut aller sur le pick and roll. Et Mitchell Robinson, il se prend un premier écran, donc il arrive en retard. Et donc, vous voyez qu'il est beaucoup plus back par rapport à d'habitude. En plus, Cade, qu'est-ce qu'il fait? Il fait semblant d'attaquer main droite, finalement il va main gauche. Donc bref, plein de... On ne va pas tous vous les mettre, hein, mais plein de petits systèmes comme ça pour du anti-edge en fait. Non pas du anti-age, hein, on n'est pas sur le playbook de Nivea, mais, mais plein de trucs comme ça pour en fait perturber le edge. Que ce soit l'écran qui change d'angle au dernier moment, que ce soit le poseur d'écran qui reçoit un écran lui-même avant d'aller faire pick and roll, etc., etc. Et puis on a vu aussi tout à l'heure, ça l'accent a été bien mis là-dessus aussi, et c'est une partie très importante. On avait parlé match 1 aussi, c'est pas là, c'est tout ce qui est pistol action. Les pistol action, bon là c'est pas une pistol action, on s'en fiche, mais pistol action c'est je remonte la balle plutôt sur l'aile, côté droit ou côté gauche, et j'enchaîne avec un écran, notamment souvent d'un petit. Voilà, pistol action, ou alors plus généralement des pick and roll entre petits. Et le problème pour les Knicks, c'est quoi? C'est que on ne veut pas que Brunson switch sur Cade, parce que sinon ça donne un mismatch. Et donc forcément, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait un hard edge. Regardez, il monte au niveau de l'écran, au-delà du niveau de l'écran même, pour essayer de gêner Cade, et puis il revient sur son shooter. Ça avait déjà été beaucoup fait au match 1, et c'est là qu'un mec comme Hardaway Jr. avait pu glisser l'écran dans l'autre sens, pendant que, par exemple, si Brunson monte en haut, le pick and pop, Hardaway descendant en bas, hein, pardon, excusez-moi pour les répétitions et pour la formulation un peu lourde, mais voilà, il y avait ça. Mais surtout, l'utilité aussi, c'est que Anunoby, il se prend un écran, et il n'y a pas le switch. Il n'y a pas Brunson qui va sur Cade, qui ne le couvre pas. Et ça veut dire qu'il y a un mini temps d'avance. Il y a un mini décalage qui est créé. Et en fait, c'est tout ce qu'il faut pour Cade, pour qu'il aille sur ses spots. Voilà, c'est vraiment créer un tout petit peu de séparation au moment de l'écran pour lui permettre ensuite de débouler dans la raquette. Alors là, sur l'exemple que je montre, vous voyez qu'il y a plein d'espace. Il peut aller sur son spot à 2-3 mètres du panier, mettre son flotteur. Mais en fait, des exemples comme ça, il y en a des tonnes et des tonnes pour le coup. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que Détroit a aussi beaucoup joué avec Schroeder. C'est alors pour l'aspect défensif de Schroeder, hein, qui est très bon sur Brunson, parce que petit mais quand même très long, un peu costaud, mais voilà, surtout un côté assez étouffant. Mais en fait, c'est aussi surtout l'aspect de faire jouer à la fois Schroeder et Cade Cunningham. Ce sont deux vrais bons porteur de balle. Et donc au final, le pick and roll entre petits, tu peux le faire dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, tu t'offres plein de possibilités et plein de compétences finalement pour impliquer Brunson dans les pick and roll et un peu le forcer à le mettre là-dedans. Parce que tu peux le faire avec un shooter de type Hardaway Jr., mais c'est pas pareil. Il n'y a pas autant de... Hardaway peut pas être le porteur de balle, par exemple, dans cette configuration. Et même en tant que poseur d'écran, il peut faire le pick and pop, il peut pas rouler au panier. Alors que si Cade, il pose l'écran, il roule au panier, il peut ensuite prendre une bonne décision parce que c'est Cade, très bon passeur, etc. Donc l'association, le duo entre les deux a bien marché pour la défense, évidemment, mais pas que, parce qu'un Schroeder permet aussi plus facilement d'impliquer Brunson, que ce soit lui en poseur d'écran ou lui en porteur de balle. Voilà, ce duo a très bien fonctionné. Et donc ouais, là d'ailleurs on voit aussi, hein, encore une fois, un autre exemple, pareil, de pick and roll entre petits. Finalement, Cade ne prend pas l'écran ici, l'écran de Malik Beasley, il attaque de l'autre côté, et OG Anunoby, qui s'attendait à un écran, il est obligé de constater un petit décalage parce qu'il est surpris, donc il réagit un petit temps en retard, et Cade Cunningham, tout ce qu'il faut, c'est ce petit décalage pour aller sur ses spots, aller prendre la faute, aller au panier, etc. Donc ça me plaît beaucoup, l'aspect de... Tiens, regardez, on en voit un autre là, le fameux ram screen, encore une fois, hein, Beasley qui pose un écran pour que Duren remonte, et comme ça Towns arrive un peu en retard au niveau de l'écran, et le edge ne peut pas se faire de la bonne manière, ça ressort, etc. En plus, on enchaîne ici avec une veer action, le shooter VEER, le shooter qui vient ici après le pick and roll, hop, magnifique, et Beasley qui met, non, il ne met pas le 3 points, mais en tout cas le play call était beau. Je me perds, où est-ce que j'en étais, je ne sais plus, mais bref. Donc oui, je disais, pardon, non, le play call très bon en termes de pick and roll, en termes de comment est-ce qu'on met le terrain pour exploiter le passing de Cade, plus les pick and roll entre petits, ça, ce genre de play call aussi qui était très bon. Et en fait, au-delà du play call, je suis assez surpris, et très agréablement surpris même, par Cade, Cunningham. Il y a 2-3 actions où je me suis dit, ah tiens mince, c'est dommage, la finition n'est pas là. Mais globalement, je trouve qu'il y a un aspect vraiment de je vais pas dire enfin, mais c'est pas souvent que je le vois à ce point tirer profit de sa taille, sa longueur de bras, sa grosse corpulence.
on fait souvent la comparaison avec un autre gros porteur de balle qui est Luka Doncic. Bah là, pour le coup, c'est vrai que je vais pas dire que c'est du Doncic, mais on est clairement sur un aspect où il va sur ses spots et il met ses tirs sur ses spots. Je sais pas à quel point il est en efficacité, mais on est vraiment sur un gros volume au centre de tout et très bon, quoi. Donc ouais. Ouais. Excusez-moi, je vous ai pas lu, j'étais un peu dans mon monologue à moi pour pas perdre le fil, mais ok, alors je vous lirai après. Juste là, je vous montre un bon exemple aussi il reste 2 minutes. Clutch, Money Time, Détroit à +2. Pour moi, le meilleur play call de la soirée, regardez qu'est-ce que c'est. Cade, on donne le ballon à Cade en tête de raquette, ici même. Voilà. C'est Schroeder qui lui donne. À l'autre coin de la raquette, qui est-ce qu'on a ? On a Jalen Duren, pick and roll entre les deux. Mais donc pick and roll qui démarre à l'intérieur du terrain, pas au-delà de la ligne à 3 points, mais en tête de raquette. Donc on est déjà plus proche du panier, ce qui fait qu'il y a moins d'espace, mais il y a moins d'espace. Donc les rotations ont moins de temps pour arriver. Et en même temps, regardez ce qui se passe. On a Schroeder qui, après avoir donné la balle à Cunningham, il coupe à travers tout le terrain ici. Donc en fait, il va aspirer son propre défenseur et perturber un peu ce qu'on appelle le low man ici. Josh Hart est censé être le low man de base, donc l'homme qui est proche du panier, qui doit aider au panier en cas de roll. Mais sauf que vu que Brunson suit Schroeder, c'est un peu lui de facto le low man désormais. Donc tout ça est perturbé. Et en plus, regardez aussi le lift, comme on dit. Donc le lift, littéralement... le shooter qui vient se soulever, pas se soulever, mais remonter sur le terrain, si vous voulez, pendant le pick and roll, et pendant que Duren pose l'écran, excellent écran au passage, et roule au panier, le shooter remonte ici, et donc là, cette fois, c'est l'autre mec côté faible. Cette fois, c'est Michael Bridges qui dit, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais sur Jalen Duren qui déboule, ou est-ce que je ressors sur Malik Beasley, parce que sinon, si je ressors pas, il y a la passe qui est faite pour un 3 points ouvert. En l'occurrence, il remonte. La passe magnifique de la part de Cade, par-dessus le edge, encore une fois, vous voyez le 2 contre 1, 4 qui monte au niveau de l'écran, la passe magnifique, dunk de Jalen Duren, bim bam boum, badaboum, voilà, possession hyper clutch, exécution parfaite de la part des joueurs, et le play call aussi qui était magnifique de la part de Bickerstaff, mais vraiment beaucoup aimé cette diversité dans son play call, vous l'avez compris, ça fait 4 fois que je le répète, donc c'est peut-être qu'il faut s'arrêter, et puis voilà, juste pour le plaisir, je vous le mets, le pull-up de pull-up de Schroeder à 94, on va cibler Brunson, qui ne veut pas sortir, il veut pas sortir sur l'écran, il reste un peu bas, donc Schroeder se dit, bah tiens, vu que je suis un peu fou, pourquoi pas prendre le pull-up, il le met, c'est parfait, mais voilà. Je parlais de cette action plus tôt, nous dit JK, c'est par rapport au lift, c'est ça, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ils ont fait un système, nous dit JK, un système comme ça en fin de match avec Beasley qui remonte et Bridges qui prend la mauvaise décision. Exactement. On est connecté, JK, tu vois. On est d'accord. Je trouve ça étonnant de voir des équipes cibler Bridges. Boston l'a fait aussi et Tatum s'était régalé sur Switch. Oui, alors ça, ça, c'est c'est le débat habituel, on va dire, où c'est vrai que pour moi, Michael Bridges, d'ailleurs, je l'avais scouté au moment de sa draft et j'avais fait une vidéo sur sa défense qui était un peu en décalage avec le consensus à l'époque. En mode, mais en fait, oui, c'est cool, mais il se fait un peu avoir parfois, quoi, on ball. Et je pense qu'on a un peu l'image c'est un monstre défensif. Pour moi, la force de son profil, c'est aussi et surtout que c'est un ailier qui est grand, qui est très très long et qui est surtout très mobile. Et donc en termes de navigation d'écran aussi, il est très très intéressant. Parce que, par exemple, sur le match-up sur un Stephen Curry, on l'a vu plusieurs fois et plein de fois, il y a un côté et mobilité, navigation d'écran, et en plus longueur de bras qui font que c'est parfait pour ce genre de match-up. Après, c'est vrai que contre des vrais gros qui vont mettre le coup d'épaule, c'est pas le match-up parfait, parce qu'il est quand même assez fin. Et je trouve aussi que parfois, contre des petits très explosifs sur du 1 contre 1, je sais pas moi, si Lillard lui place un 1 contre 1, un premier pas un peu explosif, la mobilité altérale est cool, mais elle est pas élite. Mais après, non, c'est là aussi où la complémentarité est très très bonne avec Anunoby. Mais comme dit, pour l'instant, Détroit arrive très très bien à faire que Cade s'échappe un peu d'Anunoby, que ce soit sur le pick and roll ou même, comme dit, sur ces fameux pick and roll entre petits où, comme New York veut pas switcher, ça offre juste assez de décalage d'un côté ou de l'autre, parce que Brunson switche pas pour un temps d'avance pour Cade qui peut ensuite profiter de ce temps d'avance, cet espace pour aller à l'intérieur, proche du panier, sur ses spots ou directement au cercle, je veux dire, pour le lay-up. Donc ouais, ça c'est quand même très très bon, je trouve. C'est quand même très très bon. Jaurès nous dit bonjour, il a déjà parlé des Clippers. Ouais, j'ai parlé des Clippers, t'inquiète pas, le live est bientôt fini, je mets le replay, je poste le replay directement après, et tu pourras voir ça très très vite.
Off-ball, c'est délicieux, nous dit Moumou, par rapport à Michael, je pense, c'est ça. Il est entré vraiment bien dans le système de Monty Williams à Phoenix parce que Chris Paul en premier rideau. Ouais, exactement. Quoi d'autre? Bon, j'ai un peu parlé, mais l'attaque des Knicks, le 3 points, toujours aussi prendre en compte ça, ne pas surréagir à certaines perfs. Bon, quand le 3 points rentre à ce point peu, voilà, le shoot, en fait, il y a un côté parfois variance, un peu, je dirais pas normal, mais ça arrive en tout cas. Donc, toujours garder ça un peu en tête tout de même. Mais au-delà de ça, il y a quand même l'aspect de, ils sont quand même sacrément gênés par le fait que Jalen Duren ou l'autre pivot qui était Paul Reed, qui a joué parce que Stewart était malade et en plus il a bien joué, Paul Reed, pour le coup. Donc, ce côté, il y a toujours un bonus, il y a toujours un deuxième homme qui attend sous le panier ou pas loin, il y a un mec qui fait des couvertures, des prises à deux ou qui vient boucher l'espace, côté des trois. C'est ce qui fait qu'au final, on a quand même un Brunson qui est plus ou moins limité. Et encore, il s'en sort très bien parce que, notamment, on a vu qu'il a réussi à mettre en problème de faute Ossar Thompson, pour le coup, qui est quand même très bon aussi en défense. Mais moi, le problème que j'ai, c'est par rapport à ce spacing, en fait. Par rapport au spacing où... il y a deux problèmes. Il y a le problème du spacing qui fait que même quand Brunson veut attaquer en isolation, ou même quand il veut attaquer en post-up, en plus petit, le champ est relativement limité. Parce qu'au final, comme il y a toujours quelqu'un sous le panier, il a plutôt tendance à prendre le pull-up, par exemple, ou alors à avoir des fautes. Ça, c'est génial. Mais à prendre le pull-up, on va dire. Et puis l'autre problème, c'est aussi par rapport au edge. C'était un peu déjà le cas match 1, et d'ailleurs je crois qu'on avait parlé aussi en preview. Il y a cet aspect, mine de rien, de Brunson, c'est quand même un petit meneur qui est un bon passeur et un très bon meneur, évidemment. Mais c'est vrai que parfois, quand tu fais un edge, défensivement, quand le défenseur, le gros, monte au niveau de l'écran et fait un 2 contre 1, on peut arriver un peu à l'enfermer. Jalen Duren, sur ce match, toujours un peu irrégulier, je trouve, quand il est sur le ballon. Parfois il n'arrive pas à enfermer, il ferme pas la porte totalement et donc Brunson peut arriver à contourner et s'échapper du edge, et c'est là qu'on retrouve les meilleures actions, meilleure création de jeu, je trouve, de Brunson. Par contre, Paul Reed a été bon, je trouve, très bon, et Stewart aussi a été très très bon au match 1 pour vraiment faire ce edge pour le coup, et vraiment, vraiment l'enfermer, quoi, pas se laisser déborder. Est-ce que je vais arriver à trouver un extrait? Ça, c'est une autre question, une bonne question à vous montrer. J'ai pas eu le temps de trier avant le live, sinon je serais arrivé une heure après le début du live. On aurait du tout décalé. Mais ouais, c'est toujours la question. C'est comment est-ce qu'on fait? Surtout, comment est-ce qu'on fait quand le edge est pratiqué par ton pivot, enfin par le pivot de Détroit. Le pivot de Détroit, il est sur qui? Il est sur Josh Hart. Donc, t'as même pas l'option de dire je vais attirer le edge d'un côté et le Hart il va s'écarter de l'autre côté. Voilà, on déchire la défense, on l'écarte dans un sens et dans l'autre, et grosso modo t'aurais le pick and pop de Josh Hart pour punir. Non, parce que Josh Hart il a pas le pick and pop. Donc c'est un peu le problème. T'as même pas trop ce contre-move, t'as pas non plus évidemment l'aspect de verticalité où Josh Hart pourrait plonger au panier et juste représenter une telle menace que Brunson juste fait une bonne passe par-dessus et tu auras un pivot élite en catch and finish qui te punirait, quoi. Donc il n'y a pas ça non plus. Donc voilà, c'est vrai que pour revenir à un commentaire pardon, je sais plus qui d'ailleurs, excuse-moi, j'ai perdu le pseudo, j'ai oublié, mais qui disait que Josh Hart est un peu un boulin d'attaque malgré toute sa valeur qu'il a par ailleurs. C'est là où je suis un peu d'accord, et c'est là où pour l'instant les Knicks sont un peu bloqués, parce que tant que le pivot va défendre Josh Hart, là on voit un exemple à l'écran, il y a ni le pick and pop, ni le pick and roll. Éventuellement, il faudrait peut-être essayer de voir à quel point on pourrait pas justement faire en sorte que Brunson attire un peu les deux défenseurs du pick and roll et libère à Josh Hart pour qu'ensuite ça déverrouille un peu le passing en mouvement, le fameux short roll, que ensuite Josh Hart reçoive la balle juste après l'écran et puisse lui-même soit driver au panier, soit faire l'extra passe, etc. Mais tout ceci requiert une bonne organisation du terrain, requiert aussi que l'écran, par exemple, soit posé très très haut, que comme ça libère l'espace pour le short roll, etc. etc. Donc voilà, c'est aussi une possibilité d'insister un peu plus là-dessus, parce que t'as quand même besoin de Josh Hart pour la défense et même pour la transition. Donc il va jouer, quoi. Tu vas pas t'en passer. Donc peut-être essayer de trouver des moyens de contourner tout ça. Mais là, vous voyez, sur cet exemple, en plus, Duren fait même pas non plus un edge si agressif que ça. Il laisse venir plutôt. Sauf que on reste à deux défenseurs et Josh Hart il représente pas du tout une menace, pardon. Donc voilà. Autre exemple que j'avais sélectionné tout à l'heure. Pourquoi je l'ai sélectionné? Oui, regardez. Pour une fois, il veut attaquer en 1 contre 1 Brunson, il veut attaquer du Schroeder qui, encore une fois, je répète, mais qui a très très bien défendu. C'est aussi pour ça qu'il a beaucoup joué. Il a bien défendu un premier rideau. Mais regardez, dans ces cas-là, il peut attaquer.
Mais c'est assez limité parce que on a le pivot, Jalen Duren, qui est au panier. Et donc Brunson fait son move, il fait un spin move de l'espace là, qui met un peu dans le vent Schroeder. Sauf que une fois qu'il a passé Schroeder, il tourne l'épaule, il est face au panier, et là qu'est-ce qui se passe? Ah ben mince, je peux pas aller directement au lay-up parce que Jalen Duren est sous le panier. Et donc je suis obligé de déclencher un flotteur un peu mauvais, et tir est manqué, rebond des 3, et voilà. Donc c'est un peu le problème actuel des Knicks, mais de l'autre côté, là où je me fais pas trop de soucis, c'est que je me dis, bon, il y a des matchs qui vont quand même beaucoup mieux shooter que ça, je pense. Il y a aussi possiblement la possibilité, pardon. J'espère qu'on pourra donner un peu plus de ballon à 4 également, un peu plus dans le périmètre, pour cibler, pour attaquer du Tobias Harris dans l'espace. Ça a plutôt bien marché. Donc voilà, et je crois que, je suis pas allé vérifier, ah oui, voilà. La fréquence de transition, j'ai trouvé que les Pistons c'était très très bon en transition. Les stats n'ont pas l'air si incroyables que ça pour le coup, mais en termes de fréquence, il y en a eu beaucoup de ce genre de transition, et surtout après interception. Ils ont été aussi très bons là-dessus. Je trouve créer des stops et directement partir au panier. Mais bref, je pense qu'on a à peu près tout dit. Est-ce que vous avez des trucs à dire? Est-ce qu'on peut s'arrêter là à peu près? J'essaie de voir un peu le chat. Est-ce que j'ai manqué des messages? Non, je crois pas. Je suis frappé par la sérénité de Cade sur ce match. Ouais, je suis d'accord, Malteser, tout à fait. Tout à fait. Tes previews pour ce soir. Alors là, je suis pas très bon en preview. Il y a quoi ce soir? On peut se quitter avec ça. Bucks contre Pacers. D'ailleurs, est-ce que Lillard joue au passage? Je ne sais pas. J'ai peut-être manqué l'info. Ouais, Bucks Pacers, je sais pas, mais ça dépend beaucoup de Lillard. Moi, en fait, le meilleur match de la soirée, c'est évidemment Wolves Lakers. Je miserais. Ouais, Lillard joue. Ok. Je miserais peut-être sur un aspect. Les Lakers sont prêts face au Switch maintenant, et puis on va avoir le yin et le yang, quoi. On a eu le mauvais match de Doncic face au Switch. Maintenant, on va avoir le bon, même le très bon. Donc pourquoi pas ça. On avait aussi expliqué que les Wolves avaient gagné le match, mais avec des trucs genre beaucoup de transitions, beaucoup de surréussite à 3 points, etc. Donc à voir à quel point ça peut se poursuivre ou pas. Et puis non, c'est pas le meilleur match, mais le plus intéressant pour moi, c'est celui-là. C'est le Memphis OKC. Parce que, en plus, je crois que Ja Morant l'a dit. Il a dit, vous savez, ok, on a perdu de 70 points ou je sais pas combien là. Mais si on gagne le match 2, en fait, il y aura un partout et tout le monde aura oublié, quoi. Enfin, l'écart de points du match 1, finalement, on compte pas, quoi. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une série, quoi. Et si on a OKC qui s'échappe assez vite, il y aura pas de série. Bref, je crois qu'on peut s'arrêter là. Si les Wolves mènent 2-0, ça peut être intéressant. Ils sont un peu en sous-marin pour le moment. Ouais, exactement. Je suis un peu d'accord. Et je crois que c'est un peu de ma faute puisque j'ai misé sur les Lakers pour aller loin cette année en playoff. Donc je pense que je les ai jinxés vu mes talents de prédiction. Voilà pour aujourd'hui. Voilà pour ce live. Je ne sais même pas combien de temps on a fait. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je ne serai pas seul prochainement pour les prochains matchs. Mais après tout, ça peut se faire. Il n'y a pas de respiration en même temps. Je ne sais pas à quel point c'est agréable pour vous quand je suis tout seul. Enfin, à quel point c'est moins agréable, je ne sais pas. 1h30 tout seul, tu te relâches. Ouais, mais on a que 2 matchs. On a fait que 2 matchs là. Donc voilà, bref, merci à tous. Oui, non, je crois que j'en ai déjà un peu parlé hier. Je me tâte de plus en plus de les faire pourquoi pas tenter de les faire entre midi et 2, c'est quotidienne. En fait, directement, si je peux arriver à voir les matchs très tôt le matin, je pourrais éventuellement les faire entre midi et 2, comme ça c'est fait. Et plus tôt c'est publié, mieux c'est aussi par rapport à l'actu qui est très très vite, qui périme très vite. Donc voilà, merci à tous, c'était très cool. Je pensais pas tenir 1h30, mais j'ai réussi. Donc ça prouve que je peux y arriver, c'est cool. Merci à tous, on va se quitter là-dessus, on se dit à demain. Je ne sais pas avec qui, mais on se dit à demain, peut-être tout seul, on verra. Merci à tous, bonne soirée, et à bientôt, et à demain, je me répète. Bref, ciao, bonne nuit.